Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'IREMAM, Mondes arabes et musulmans. Je suis Thomas Piret, chercheur à l'IREMAM, Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire du CNRS établi à Aix-en-Provence. L'IREMAM est un cycle d'entretiens organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Entre 2013 et 2015, plusieurs dizaines d'Algériens ont perdu la vie dans des affrontements intercommunautaires survenus dans la région de Ghardaya, dans la vallée du Mzab. Ces affrontements ont opposé des membres de la communauté mozabite, berbères de doctrine ibadite, et des Sha'anba, arabes de rite malékite sunnite. Durant ces événements, tandis qu'émergeaient des voix réclamant l'autonomie du Mzab, d'autres soulignaient l'attachement historique des Mozabites à l'unité du territoire algérien. À ce sujet, il rappelait que le cheikh Ibrahim Bayoud, un homme de religion ibadite éminent mort en 1981, avait catégoriquement rejeté, au moment de l'indépendance, un projet de république sahraoui indépendante. C'est ce cheikh Ibrahim Bayoud qui apparaît en couverture du livre de notre invité Augustin Jaumier, Islam, réforme et colonisation. Une histoire de l'ibadisme en Algérie, 1882-1962. Un ouvrage paru en 2020 aux éditions de la Sorbonne. Le livre d'Augustin Jaumier étudie le mouvement de réforme de l'ibadisme porté par 3 générations d'oulémas qui ont conquis le leadership de leur communauté dans les dernières décennies de la colonisation française. Ce livre est une contribution majeure à 3 champs d'études. Premièrement, il s'inscrit parmi les travaux qui renouvellent notre compréhension du réformisme musulman par le biais d'une approche sociologique plutôt qu'exclusivement doctrinale. Deuxièmement, Islam, réforme et colonisation participe à l'écriture d'une histoire de l'Algérie coloniale qui tire le meilleur parti des sources produites par les milieux religieux autochtones. Sans jamais perdre de vue l'impact majeur de la colonisation, c'est une manière pour l'auteur de mettre en évidence les points de vue d'élites ibadites dont les préoccupations et les temporalités ne sont pas exclusivement définies par leur relation avec le colonisateur. Troisièmement et dernièrement, le livre d'Augustin Jaumier apporte un éclairage historique à la question des relations interconfessionnelles dans le Maghreb contemporain. À ce titre, il apporte des éléments de contexte essentiels à la compréhension d'événements plus récents, tels que les émeutes du Mzab en 2013-2015. Avant d'entamer cet entretien, je tiens à signaler que l'ouvrage d'Augustin Jaumier a été récompensé du prix du premier livre de la chaire d'études sur le fait religieux de Sciences Po Paris. Je précise encore qu'Augustin Jaumier est maître de conférences en histoire du Maghreb aux périodes modernes et contemporaines à l'INALCO, et qu'il a par ailleurs publié, avec Charlotte Coureil et Annick Lacroix, Le Maghreb par les textes, paru chez Armand Collin en 2020. Bonjour Augustin Jaumier. Bonjour Thomas Piret, merci beaucoup de cette généreuse introduction. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter la société du Mzab à la veille de la colonisation? Qui sont ses habitants ibadites? Et en particulier, en quoi et comment se distinguent-ils des sunnites? Et quelles sont leurs principales structures sociales et politiques? On connaît en fait assez mal l'histoire du Mzab avant la période coloniale. C'est un champ vraiment encore à découvrir. Donc on est dans une région qui est 600 km au sud d'Alger, dans le nord du Sahara, un grand plateau rocheux traversé par des vallées sèches. Et la plus grande de ces vallées, c'est l'Oued Mzab, dans laquelle cinq bourgs fortifiés, donc je parlerai de Ksour, c'est Ksour en arabe, 5 bourgs fortifiés se sont développés avec des oasis, et 2 autres un peu plus loin, périphériques, sur lesquels nous reviendrons. La région, alors quand on parle de colonisation pour la région, la région est d'abord contrainte à signer une sorte de traité de soumission avec la France en 1853, puis véritablement annexée en 1882.
À ce moment-là, il y a environ 20 000 habitants dans la vallée, enfin, c'est ce que les recensements coloniaux dénombrent, à une écrasante majorité ibadite et berbérophone. Alors, ibadites, c'est-à-dire qu'ils sont d'une branche de l'islam qui n'est ni sunnite ni chiite, qui remonte aussi à la fitna du 1er siècle de l'islam, mais qui se distingue à la fois par une profession de foi, des doctrines distinctes, un droit distinct, et donc tout un ensemble culturel, juridique, qui fait que la communauté ce qui fait qu'elle est une communauté. Ces ibadites se distinguent donc de deux autres populations qui sont dans la région. Hein. D'abord une minorité de juifs arabophones et une autre minorité de musulmans sunnites, malikites, arabophones, ceux qui sont appelés, voilà, vous avez parlé de Charamba ou bien les Arabes. Un trait majeur dans la construction de la différence des ibadites du Mzab, c'est le fait qu'ils qu'ils ont un parler berbère spécifique, hein, le Tomzabt, le Mozabite, et tous les locuteurs de Mozabite sont ibadites et tous les ibadites de la région sont mzabophones. Donc ça construit vraiment aussi la communauté. Ce qui les distingue des populations de la région, enfin, ce n'est pas tellement ce qui les distingue, mais ce qui fait qu'ils les dominent, hein, puisque localement, les ibadites étaient majoritaires, c'est la présence d'institutions politiques et religieuses qui leur sont propres. Notamment un gouvernement de chacun des Ksours, hein, par deux conseils, une sorte de gouvernement bicaméral, si vous voulez, avec d'une part un conseil à la tête de chacun des Ksours se trouve un conseil d'ouléma, ce qu'on appelle les Azzaba, donc c'est la Halqat al-Azzaba, donc le cercle, on peut dire que c'est le cercle des reclus, littéralement c'est le cercle des célibataires, mais ça ne renvoie pas du tout à leur statut marital, c'est plutôt le cercle des reclus. Donc ils sont des savants ibadites qui ont un rôle très important hein, dans l'organisation du culte, dans l'organisation de l'éducation, mais aussi dans l'administration de la justice, et le champ de la charia étant infini, ils avaient du coup aussi un rôle en fait très, très politique. Ils étaient assistés du côté des femmes par ce qu'on appelle les rassalat, donc des laveuses, les laveuses de mortes en fait, qui les secondaient dans l'encadrement religieux des populations. Et enfin, le deuxième conseil, donc un conseil religieux, et l'autre, c'est un conseil de notables, hein, sur un peu le modèle de notables, de chefs de tribu, les appellations changent, mais qui est en fait le modèle de la Jama'a, en fait, qui est assez répandu au Maghreb, donc le conseil de tribu, conseil de village. Ici, c'est le conseil de village avec les chefs des différentes fractions tribales. Voilà un peu du coup hein, donc une communauté qui se distingue sur un plan linguistique, sur un plan religieux, et qui a su construire au fil des siècles, alors on ne sait pas très bien où ça remonte, des institutions politiques originales. Alors la Halqa des Azzaba, ça remonte à peu près au XIIe siècle. Les Jama'a, on ne sait pas. Et institutions hein, qui étaient un peu les outils de la domination locale des Ibadites. Ibadites qui étaient en marge de l'Empire ottoman, hein, ils ne dépendaient pas du tout de l'Empire, ils passaient simplement des traités avec la province d'Alger pour faciliter la circulation des commerçants du Mzab dans le nord du pays. Le livre dont nous parlons aujourd'hui se focalise sur la période de domination coloniale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette domination se matérialise dans le Mzab et notamment quel est son impact sur le champ religieux? En 1882, les Français annexent la région hein, dans le grand jeu du Scramble for Africa. Hein, les puissances européennes s'emparent de l'intérieur de l'Afrique à ce moment-là. Et concrètement, ça veut dire au Mzab, construction d'un fort militaire. Quelques officiers français sont là, aidés de troupes auxiliaires. Mais en fait, les Français sont peu nombreux. Une circonscription est créée, hein, le cercle de Gardaïa, et puis une route est très rapidement construite, alors c'est plutôt une piste, hein, mais qui relie Gardaïa à Alger,
en tout cas au nord. Le télégraphe est installé rapidement. Et ces quelques officiers français, qui sont peu nombreux, sont assistés de notables locaux qui sont les médiateurs de leur autorité locale. Alors, ils sont peu nombreux, mais ils ont disons que l'arbitraire du pouvoir des officiers français et de leurs auxiliaires notables mozabites est extrêmement fort. Pour le champ religieux, les conséquences sont vraiment importantes de cette arrivée des Français, puisque alors les Français avaient une petite connaissance ethnographique de la région et ils choisissent de s'appuyer vraiment sur les Jama'a, donc sur ces conseils de chefs de tribu, au détriment des Azaba, donc de ces oulémas. Donc les religieux, le champ religieux se retrouve relativement marginalisé. Les halqa, en fait, perdent une grande partie de leur rôle, notamment judiciaire, et donc politique, puisque une justice coloniale de rite ibadite est construite qui est restreinte, en fait, principalement aux questions de statut personnel, c'est-à-dire à tout ce qui a affaire à la famille, à l'héritage, au mariage. Et la marginalisation, par ailleurs, est aussi le fait de la concurrence du système éducatif français, alors qui n'est pas très forte dans un premier temps, mais qui, au bout de quelques décennies, quand même, commence à être importante et dévalorise les institutions, alors avec beaucoup de guillemets, traditionnelles, ibadites d'enseignement. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que les Français n'ont pas du tout touché au culte lui-même. Ils n'ont pas cherché à nommer des imams ibadites, des shirs ibadites. Ils n'ont pas non plus touché aux habbous, aux fondations pieuses qui financent les institutions religieuses locales. Et donc, on a en fait un champ religieux qui est réduit, mais qui en même temps a un noyau dur qui reste bien présent. Je dirais que c'est un peu ça, ces trois transformations majeures qu'apporte la domination coloniale dans le champ religieux. Le réformisme ibadite, qui forme l'objet principal de votre livre, émerge dans le Mzab après la Première Guerre mondiale. Et les tenants de ce réformisme se réclament du terme arabe islah, qu'on peut traduire par réforme. Mais vous soulignez que ce terme n'est pas nouveau et que s'opère à cette époque un glissement sémantique, donc une transformation du sens de ce terme islah, et que cela a pu constituer une source de confusion pour les historiens. En effet, c'est quelque chose d'intéressant et d'important aussi dans la mémoire au Mzab aujourd'hui, c'est que quand on parle de cette période coloniale, au Mzab, les gens pensent très immédiatement au Harakat l'Islah, au mouvement de réforme qui s'est produit après la Première Guerre mondiale. Donc, on traduit en français par réforme, réformisme, qui est une étiquette qui a été forgée dans les années 1930, qui sert de façon, par-delà le Mzab, de façon générale à désigner tout un ensemble de mouvements de renouveau dans l'islam contemporain depuis les années 1860-1880. Et le cas du Mzab est intéressant parce qu'il permet c'est ce que j'ai essayé d'en faire, de pointer les spécificités de ce qui se produit après la Première Guerre mondiale par rapport aux périodes antérieures. C'est-à-dire que ce terme d'islah, il était déjà présent dans le lexique ibadite, mais il désignait un appel à un effort personnel, une lutte contre la corruption, une lutte contre les pratiques cultuelles jugées blâmables, donc jugées non musulmanes, un effort aussi de conciliation, quelque chose d'assez général, d'assez moral et de très lié en fait à la façon dont l'islam ibadite avait été vécu depuis des siècles. Ce que je pointe à partir de la Première Guerre mondiale, c'est en fait un changement de vocabulaire et de positionnement idéologique d'une jeune génération d'oulémas. Alors, ils sont nés dans les années 1880-90. Ils arrivent sur le devant de la scène religieuse après la Première Guerre mondiale. Et en fait, ils ont tout un nouveau vocabulaire lié au progrès. Alors, voilà, des termes liés au progrès, à la modernité, à la lutte contre les superstitions, l'arriération, qui sont le fruit en fait de l'intériorisation,
en bonne partie de l'intériorisation du regard européen sur la société locale. Et ils vont en fait appeler à tout un ensemble de transformations qu'ils regroupent progressivement sous l'étiquette de réforme, d'Islah. Donc là, Islah devient ce slogan qui regroupe, disons, de façon systématique cette nouvelle vision de la religion, de la société, cet appel à, en fait, à la fois revenir à une origine supposée pure de l'islam, tout en adaptant les dispositifs sociaux, techniques, institutionnels à la modernité européenne. Et donc ça devient, enfin, c'est systématiquement placé sous le vocable de l'islam à peu près dans les années 1930. Votre livre se distingue par une très grande attention aux dynamiques locales et ça vous permet de mettre en évidence le caractère périphérique des espaces et des figures parmi lesquelles émerge le réformisme ibadite durant l'entre-deux-guerres. Oui, tout à fait. Alors, je note en même temps une idée complémentaire à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le réformisme est à la fois une sorte de réponse à l'arrivée des Français et en même temps complètement lié aussi à l'arrivée des Français, à leur discours. Et il est lié aussi au bouleversement du champ religieux que j'évoquais un petit peu plus tôt. Donc, si on regarde, si on fait un peu attention à l'espace et aussi à l'espace social, à la société, en observant l'émergence de ces nouveaux oulémas, ces oulémas d'un nouveau type, on se rend compte qu'ils apparaissent aux marges spatiales du mzab et aux marges sociales du champ religieux. C'est-à-dire que le champ religieux antérieur à la colonisation et des premières décennies, je vous disais, qui avait été redéfini vraiment autour des fonctions cultuelles, il était centré sur deux villes centrales au mzab, Gardaïa et Belizguet. Et les réformistes apparaissent aux périphéries dans deux ksours qui sont les deux plus éloignés, qui sont Burian et Guerrara. Enfin, c'est dans l'autre sens, Guerrara et Burian. Ce que ça nous dit, c'est que ça apparaît vraiment dans les marges de cet espace contrôlé, structuré, construit autour des oulémas et du champ religieux. Donc, c'est un discours qui est marginal et qui va progressivement conquérir le centre. Socialement, il est aussi relativement marginal, puisque ces oulémas, ces oulémas réformistes ne viennent pas de familles de lettrés pour la plupart. Il faut nuancer, souvent en histoire on ne fait d'ailleurs que ça, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont issus de familles dans lesquelles ils ne sont pas des enfants de religieux, alors que souvent le champ religieux était caractérisé par une reproduction assez forte. Donc c'est plutôt des oulémas des nouveaux venus dans cet espace et qui savent s'emparer, c'est là une de leurs forces, de nouveaux médias, à la fois des nouveaux médias et des nouvelles institutions. Donc, par exemple, je peux vous parler alors c'est un des plus vieux, mais à l'époque il est encore jeune, c'est Abou Yartvan, qui s'illustre par son rôle dans la presse. C'est un des tout premiers imprimeurs et journalistes arabophones en Algérie. Et vraiment, ce qui a fait sa force, c'est qu'il a su s'emparer de ce nouveau média de la presse. Un autre, qui est sur la couverture du livre, Cheikh Bayoud. Lui, ce qui fait sa force, c'est qu'il sait construire, il construit toute une offre éducative nouvelle qui correspond aux attentes des nouvelles élites, qui correspond en partie à ce que les Français eux-mêmes proposent, et qu'il adosse ces écoles sur des structures associatives. Donc lui, vous voyez, sa force, c'est qu'il sait utiliser les associations de la loi 1901. En fait. Du coup, voilà, des oulémas qui viennent un peu des marges, mais qui savent progressivement trouver une place centrale dans la société grâce à ces nouveaux outils. Parallèlement à ces dynamiques locales, vous replacez aussi l'émergence du réformisme ibadite dans un cadre transnational. Et vous soulignez notamment ses liens avec les élites lettrées de Tunis et du Caire. Oui, tout à fait. Donc, j'ai insisté beaucoup sur le contexte colonial, mais en fait, un élément passionnant, à mes yeux, moi, ça m'a intéressé, de cette histoire, c'est que en regardant l'histoire de l'Algérie à la période coloniale depuis Gardaïa, depuis le Mzab, qui est un point très, très précis, on se rend compte qu'en fait,
dans cette partie de l'Algérie, les liens avec le Moyen-Orient ont été très forts pendant la période coloniale. Donc, on a aussi quelque chose de transversal, pas seulement une relation nord-sud avec la France, mais vraiment aussi quelque chose d'important avec les grandes capitales du monde arabe. D'une part, des liens très forts avec Tunis. Ça commence surtout à Tunis, puisque ce réformisme, il émerge beaucoup autour de missions, en fait, de missions scientifiques, c'est comme ça que les oulémas appellent ça comme ça, qui sont envoyées, donc ce sont des missions d'études, de jeunes étudiants, d'élèves du MZAB, qui sont envoyés à Tunis pour étudier à la Zaytouna, dans un cadre contrôlé. En fait, ils sont dans une espèce d'internat ibadite où ils ont des cours qui leur sont propres et ils suivent en complément les cours de la Zaytouna, donc la mosquée université de Tunis. À Tunis, ils développent des liens avec les lettrés, avec des militants aussi nationalistes du Destour, le parti nationaliste tunisien. Et plus loin, ces liens se développent aussi au Caire, où on a notamment un cheikh important, Abou Ishaq, qui développe des liens avec des figures très connues, en fait, centrales dans l'histoire du sunnisme contemporain, qui sont Rachid Rida, Mohibuddin al-Khatib. Et donc, on se rend compte que là, il y a des circulations, des liens forts, des circulations aussi à travers la presse. Et peut-être, si je peux rajouter un mot, aussi une dimension transnationale qui est les liens avec le reste des communautés ibadites, parce que je ne l'ai pas précisé, mais l'ibadisme donc, est une toute petite minorité de l'islam, c'est même pas 1% des musulmans, mais c'est une communauté qui est profondément transnationale puisqu'elle est dispersée entre, donc, à l'est, Oman, le sultanat d'Oman et Zanzibar, à l'est de l'Afrique, et puis au Maghreb, l'île de Djerba au sud de la Tunisie et le Djebel Nefoussa à l'ouest de la Libye. Et donc là, on a en fait tout un espace ibadite de circulation qui remonte à la période médiévale, mais qui est en quelque sorte, qui est utilisé et même réactivé à la période coloniale, notamment à la faveur du développement des transports à vapeur. Vous imaginez, tout à coup, à la fin du 19e, on circule beaucoup plus facilement, et donc ça a un impact très fort aussi sur alors non seulement sur les questions de commerce économique, mais aussi sur la circulation des idées. Donc on a vraiment des ibadites qui ont beau être du fond du Sahara, ils participent à un mouvement intellectuel qui est transconfessionnel et qui est panarabe. Pour en revenir à la question de la relation avec la métropole, avec la France, vous montrez que la référence croissante à la notion de réforme dans la seconde moitié des années 1930, donc parmi les oulémas ibadites, doit être comprise dans le contexte de l'arrivée au pouvoir en France du Front populaire. En fait, j'évoquais tout à l'heure le fait que toutes ces idées nouvelles cristallisaient progressivement, devenaient pensées de façon systématique sous l'étiquette réforme. Et en fait, cette émergence de l'étiquette réforme, qui devient vraiment un slogan central, le MZAB est divisé entre les réformistes, donc les mouslihoun, et les conservateurs, qui s'opposent à eux, les muhafidhoun, ça, c'est à comprendre en fait, à la lumière du contexte politique de l'Algérie coloniale et de la France, qui est celui donc, du Front populaire. Vous savez, cette alliance de partis de gauche, l'alliance antifasciste, qui arrive au pouvoir en juin 1936, et qui est l'occasion en fait de développer tout un ensemble de projets de réforme pour le statut colonial de l'Algérie et aussi d'ailleurs pour le Maroc et la Tunisie. Et donc c'est dans ce contexte où tout à coup en Algérie on se met à débattre énormément des réformes à apporter au système colonial, un débat qui concerne aussi les Algériens musulmans, comme on les appelait à l'époque. C'est dans ce contexte que ce mot de réforme devient très important, puisque, en fait, pour les oulémas, parler d'islah et de réforme à la faveur de cette traduction, ça leur permet d'entrer dans le champ politique, dans l'espace public, et de devenir les représentants, alors pour les ibadites, les représentants du MZAB, mais de façon générale aussi pour l'association des oulémas musulmans algériens, qui est la grande organisation réformiste côté sunnite. Là aussi, ça leur permet de devenir un peu les représentants de cette nation algérienne naissante. Donc le mot réforme, vous voyez, devient central beaucoup par cet effet de traduction. Alors il y a le champ politique français, mais il y a aussi les universitaires français, dont vous montrez qu'ils ont joué un rôle dans la propagation de ce terme réforme. Oui, alors en fait, le islah,
Donc, très naturellement, depuis le début de la conversation, on parle de réforme tous les deux. En fait, on sait précisément quand est-ce que cette traduction a commencé à être utilisée. C'est 1932, un savant français, un orientaliste qui s'appelle Henri Laoust. Et en fait, ce que j'ai observé, qui est passionnant, on l'observe à la fois dans les écrits orientalistes et dans les papiers de l'administration, c'est que, en fait, dans les années 30, l'Empire français perfectionne, si je puis dire, ses outils d'administration des colonies. Notamment, il y a cette idée qu'il faut mettre en place une colonisation scientifique. Donc, si les administrateurs sont bien formés scientifiquement, le projet impérial a plus de chances d'aboutir. Et donc, il y a tout un ensemble d'institutions qui sont créées qui servent à mettre en lien le savoir produit à l'université sur les pays musulmans et les administrateurs de ces pays. Donc, de la Syrie au Maroc, et même en Afrique de l'Ouest. Et en fait, je retrace la façon dont cette traduction passe du champ scientifique au champ politique, administratif, et je montre bien comment, en fait, ce discours de la réforme que tiennent les oulémas, il est en partie aussi une commande de l'administration coloniale qui a découvert cette idée d'islam et qui dit « Ah, mais alors, vous nous parlez de réforme, c'est quoi vos idées ?» Et à ce moment-là, les oulémas se mettent encore plus à en parler et à se présenter comme des réformateurs. Donc, c'est, vous voyez, un ensemble complexe des liens avec le Moyen-Orient, avec les discours tenus au Caire, à Tunis, mais aussi le contexte politique et puis ce contexte scientifique, administratif de la colonie. Je voudrais en venir maintenant à un aspect que vous avez déjà évoqué quand vous parliez de la manière dont ces réformistes ibadites se sont engagés dans la presse notamment. Et c'est une idée importante dans votre livre, c'est que ces réformistes ne se distinguent pas seulement par le fait qu'ils porteraient des idées nouvelles, mais peut-être d'abord et avant tout parce qu'ils adoptent de nouvelles pratiques culturelles. Oui, c'est ce que j'ai appelé la suite des oulémas, le style des réformistes, c'est un de ces oulémas journalistes qui parle d'Oslo, du style de la réforme. Et en effet, il y a une façon d'être alim qui est en fait tout à fait nouvelle. Alors, pour des gens qui connaissent bien l'Égypte, le Moyen-Orient, ce n'est pas une surprise incroyable, mais on voit bien, avec le cas d'Imzab, une chronologie particulière. C'est-à-dire que en fait, il y a vraiment un passage d'oulémas qui écrivaient principalement, qui était dans ce qu'on appelle une culture du commentaire, c'est-à-dire qui essentiellement produisaient des ouvrages qui commentaient les œuvres de leurs prédécesseurs, des ouvrages manuscrits, qui étaient très dépendants des institutions religieuses aussi. Et là, on a une nouvelle génération qui rompt avec cette culture, donc qui rompt avec des ouvrages extrêmement longs, qui cessent de ce qu'on appelle de gloser, de commenter les œuvres des ancêtres pour écrire des choses nouvelles en leur nom propre. Donc la figure de l'auteur devient importante. Qui sont pour beaucoup des journalistes, des imprimeurs, quelque chose qui jusque-là n'était pas tellement présent, et qui ont aussi un nouveau style en matière éducative. C'est-à-dire que là aussi, il y a une rupture avec la façon dont le savoir était transmis jusque-là, avec la création de tout un ensemble d'institutions éducatives, avec des cursus sur des modèles européens ou égyptiens, parce que souvent ces nouveautés sont médiées par l'Égypte. Donc avec, tout simplement, pour nous, ça paraît assez simple, mais c'est des salles de classe avec des tables, des chaises, des tableaux, et qui se substituent au kuteb et à une transmission mixte, orale, écrite, qui avait prévalu jusque-là. Donc on a tout un ensemble, un style culturel spécifique à ces nouveaux oulémas, qui ont fait des intellectuels, sur un modèle assez proche des autres intellectuels qui émergent sur les scènes culturelles du monde arabe à l'époque, et qui marquent une rupture forte avec les oulémas de la génération précédente, mais aussi avec les oulémas contemporains qui, eux, sont fidèles à ce style. Vous nous livrez aussi, Augustin Jaumier, le récit d'un affrontement entre des oulémas réformistes, des modernistes, d'une part, et leurs rivaux conservateurs d'autre part. Par quels moyens les réformistes cherchent-ils à conquérir le champ religieux ibadite et sur quel point se cristallisent les divergences entre les deux camps? Alors, c'est quelque chose qui m'a frappé dans mes recherches assez vite. En fait, dès le début, c'est que j'ai compris que le mzab, encore aujourd'hui, est en partie divisé entre réformistes et conservateurs.
Alors, c'était pour moi quelque chose de difficilement compréhensible et j'ai fait tout un travail pour essayer de comprendre. Et en fait, des années 20 aux années 50, non seulement le champ religieux, mais toute la société locale s'est profondément divisée en deux, entre les partisans des oulémas réformistes et les partisans de leurs adversaires, hein, les muhafidhoun, les conservateurs. Et ce que j'ai découvert, hein, c'est que ça avait vraiment été un affrontement très fort, un affrontement entre lettrés, entre religieux, mais aussi entre les différentes parties de la population. Et cet affrontement, en fait, il se déroule successivement, hein, autour d'objets ou d'institutions différentes. D'abord, l'éducation. En fait. Dans les années 20, c'est vraiment les institutions éducatives qui sont le point de crispation de ces luttes, puisque les réformistes développent une offre éducative nouvelle qui menace complètement, en fait, plus que l'offre coloniale, elle menace complètement le monopole des oulémas sur la formation religieuse locale. Et donc, les oulémas attachés au Kuttab, à tout le système éducatif lié au Halqa des Azaba, donc à ces conseils religieux, se sont défendus vraiment comme des diables, si je puis le dire, ils ont essayé vraiment de lutter contre ces nouvelles écoles, contre ces missions d'études à Tunis, pour préserver leur monopole. Ça, c'est un premier combat et qui est perdu en fait par les conservateurs. Le deuxième, c'est dans les années 30, et là on voit, ça monte encore, ça sort vraiment beaucoup plus du champ religieux. C'est un combat qui est médié par la presse, qui sort du champ religieux aussi parce qu'il donne lieu à des affrontements dans la ville entre les partisans des uns et des autres. C'est lié à la question des innovations européennes, en fait, des produits apportés par la présence européenne, les produits manufacturés, l'électricité, la médecine, voilà, tout un ensemble de nouveautés apportées par les Européens et qui suscitent la défiance des oulémas, alors conservateurs, qui se disent conservateurs, hein, ce n'est pas moi qui les appelle comme ça, et qui, en fait, ce qui se produit, hein, c'est que ces nouveautés faisaient l'objet d'interdits relativement suivis localement, et les réformistes s'insurgent contre ces interdits. Ils rendent progressivement licites, ils autorisent un certain nombre de pratiques, et ça provoque une scission très très forte là aussi. Alors un exemple sur lequel je parle pas mal, hein, c'est la question de l'annonce de la date de la rupture du jeûne, de la fin du Ramadan, par le télégraphe et le téléphone. C'est-à-dire que vous savez, pour fixer la fin du jeûne, normalement, il faut que 2 personnes aient vu le nouveau croissant de lune dans le ciel la nuit. Et évidemment, l'apparition du télégraphe ou du téléphone permet de prévenir de cette nouvelle depuis une autre région. Et donc, ça pose tout un ensemble de débats. Enfin, il y a vraiment toute une casuistique qui se met en place et dans laquelle on voit en fait 2 enjeux. Pardon, je suis trop bavard. 2 enjeux en fait qui sont derrière ces luttes autour des innovations techniques et des produits européens. C'est en fait d'une part vraiment un enjeu épistémologique, hein, c'est voilà, comment le droit musulman et la façon de dire le droit doit évoluer ou pas. Et du coup, c'est l'expertise des oulémas qui est en jeu, hein. Les réformistes bousculent les codes du fiqh, donc de la science juridique. Et l'autre, évidemment, hein, c'est comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on définit les contours de la communauté ibadite, puisque ces comportements qui sont licites ou illicites, ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire, c'est ce qui permettait de définir les contours qui est un bon ibadite et qui ne l'est pas, qui appartient à la communauté, qui n'en fait pas partie. Et donc, en fait, en bousculant la façon de dire le droit, de dire le licite ou l'illicite, les réformistes se permettent de changer les contours de la communauté et de ce fait de prendre le leadership religieux aux réformistes, de s'y substituer. Il y a un élément qui est très intéressant, et du coup, j'en parle en fait pas dans mon livre, j'ai fait des articles là-dessus, c'est que il y a un élément qui n'est pas en débat, alors même que c'est un débat dans tout le Moyen-Orient à l'époque, c'est la question des femmes. Sur la place des femmes dans l'espace public, sur leur éducation, là, pour le coup, réformistes et conservateurs, dans les années 20-30, sont tous d'accord, hein. Les femmes doivent être à la maison, elles ne doivent pas recevoir plus d'éducation que ça, et c'est seulement plus tard, dans les années 50, que ça va devenir un point de clivage. Vous décrivez aussi des conflits virulents entre réformistes et traditionalistes autour du culte des saints et de la visite des cimetières.
Oui, c'est un peu le troisième temps, donc l'école, les innovations européennes, et ensuite il y a des luttes sans pitié à partir du milieu des années 30 autour des pratiques cultuelles qui étaient rendues dans les cimetières du Mzab, en fait, sur les tombes alors en français on dit les saints, mais les awliya, c'est-à-dire ceux qui étaient réputés avoir été proches de Dieu, ou tout simplement sur les tombes des morts. Donc tout un ensemble de pratiques qui était lié à l'intercession, en fait, le fait d'aller prier sur la tombe, prier Dieu, mais sur la tombe d'un proche pour que la prière soit plus efficace. Enfin, je dis des choses un peu rapidement, mais donc il y a tout un ensemble de pratiques, liées aussi d'ailleurs de pratiques architecturales, hein, les constructions sur les tombes, et qui sont remises en cause par les réformistes au nom de cette idée du retour à une pratique pure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée qu'on va revenir à un islam pur des origines, qui refuserait ces pratiques. Mais en fait, si on peut aussi lier ces changements à l'urbanisation et à un changement de mentalité dans la région. C'est-à-dire que ces pratiques rendues, ces cultes rendus auprès des tombes des saints, des morts, elles étaient beaucoup liées aussi à la vie rurale, à tout un rythme de vie qui en fait change profondément à l'époque, et du coup ça devient progressivement caduque. Donc ça donne lieu à des batailles rangées pour ou contre ces pratiques, mais on a derrière aussi tout un changement de ce qu'est la vision de la mort, la vision de la vie, et une façon aussi de polisser ces cultes, puisque les Français trouvaient ces pratiques vraiment des pratiques méprisables, de sauvages, et du coup là aussi les réformistes intériorisent ce regard. Mais derrière ces considérations-là, vous nous dites qu'il y a aussi des enjeux économiques. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit, c'est-à-dire que je trouvais dans les sources des textes qui parlaient d'affrontements très forts, et en même temps, visiblement, quand même, ces pratiques avaient duré un certain temps malgré tout. Et quand même, aujourd'hui, le paysage du Mzab, le paysage funéraire est tout à fait différent de ce que j'ai vu pour le début du XXe siècle. Ce qui s'est produit, je pense, derrière, c'est aussi un changement économique fort, c'est-à-dire que au Mzab, et je pense au-delà, il y a vraiment une économie de la sainteté, une économie des morts, c'est-à-dire qu'à ces cimetières, à ces sanctuaires, étaient liés des habous, donc des fondations pieuses, c'est-à-dire tout un ensemble de biens qui étaient sortis du marché et dont les revenus servaient à financer ces institutions, leurs desservants, et qui alimentaient aussi toute une charité très importante. Et en fait, les réformistes critiquent énormément ces dépenses comme étant une cause de, je cite, l'arriération économique de la région, comme étant des mauvaises dépenses, des mauvais placements auxquels ils proposent de substituer d'autres pratiques économiques. Et en même temps, en fait, détruire ces structures, ces pratiques, c'est aussi une façon pour eux de retirer à leurs adversaires conservateurs leur assise économique. Donc il y a tout un arrière-plan toute une lutte économique qui se joue derrière, et puis aussi ce que nous indique à la fin de ces pratiques cultuelles, c'est aussi la fin d'une économie qui était très rurale et dont le délitement progressivement met à mal aussi les institutions qui portaient ces cultes. J'ai entamé cette séance en évoquant la question des relations intercommunautaires, donc entre ibadites et sunnites. Et on sait que le réformisme musulman a souvent été associé à un projet de dépassement de ces divisions théologiques et juridiques dans l'islam. Quelle forme précisément ont pris les efforts des réformistes du Mzab en faveur du rapprochement avec la population sunnite malékite? Oui, c'est un aspect qui est très important dans cette histoire. Vous avez commencé sur ces émeutes de 2013-2015. Il faut savoir que la jurisprudence, le fiqh malékite, s'est construit à la période médiévale vraiment contre les ibadites beaucoup. Et donc, il y avait pendant des siècles, les ibadites étaient exclus de l'islam par les sunnites, qui les considéraient comme des hérétiques. Et inversement, les ibadites se voyaient comme les ahl al-haq, donc les tenants de la vérité. Et c'est quelque chose qui change en fait au XXe siècle de façon assez importante à travers les efforts de ces réformistes. Alors d'abord, à la fin du 19e, il y a de premiers efforts pour essayer de cantonner un peu, de définir les espaces du désaccord sur un plan doctrinal.
Et ce que j'observe à partir des années 1920 et surtout 1930, c'est vraiment des efforts pour repenser les origines de l'ibadisme, c'est-à-dire que les oulémas ibadites repensent leur histoire, l'histoire de leur madhab, de leur firqa, de leur école, si vous voulez, de leur groupe, dans les tout premiers siècles de l'islam, au moment de la fitna, donc de la division des différentes branches de l'islam. Ils la repensent pour entrer dans le récit, pour pouvoir cadrer dans le récit sunnite. C'est-à-dire qu'en fait, ils rejettent l'héritage, peut-être un peu technique, mais du kharijisme, c'est-à-dire de tout un ensemble de mouvements religieux qui ont été qualifiés d'hérésie par les sunnites, mais dont les ibadites, jusque-là se réclamaient malgré tout en partie. Et à partir du XXe siècle, vraiment, il y a un rejet de cette parenté, si je puis dire, et une tentative, un essai pour entrer vraiment dans le récit sunnite, pour être accepté comme faisant partie de l'islam sunnite. Alors, en gardant des spécificités ibadites, mais voilà, pour être accepté par la majorité. Inversement, du coup, ça suppose aussi que les ibadites eux-mêmes acceptent que les musulmans sunnites sont bien des croyants et ne sont pas des pécheurs comme ils le pensaient jusque-là. Donc ça, c'est un pan, alors qui n'est pas tellement doctrinal, qui est surtout de réflexion historique, historiographique, et qui s'accompagne aussi d'un effort pour penser la place des Berbères dans l'histoire de l'islam, et surtout qui s'accompagne de tout un militantisme, c'est-à-dire qu'on a vraiment un effort des oulémas réformistes pour intégrer en fait notamment l'association des oulémas musulmans algériens. Il y a des ibadites dans le conseil de cette association, dans le conseil d'administration, la participation par exemple à des grands événements comme le congrès islamique de Jérusalem en 1931, qui est une espèce de grand congrès nationaliste pan-arabe. Et du coup, de cette façon, les ibadites qui sont vraiment, alors ils sont très peu nombreux, on parle de 10, 20 oulémas là, et d'une toute petite minorité, mais de cette façon, ils arrivent à tisser un ensemble de relations qui font qu'ils sont plus acceptés par leurs pairs oulémas réformistes sunnites. Ce que vous venez d'évoquer, ce sont des dynamiques qui se jouent plutôt au niveau national ou au niveau transnational. Mais ce que vous montrez aussi, c'est qu'au niveau local, en revanche, il y a de sérieuses limites à ce rapprochement entre ibadites et sunnites. Oui, c'est intéressant, c'est que suivant là où on se place pour écrire cette histoire, on obtient des résultats assez différents. C'est-à-dire que si on fait une histoire intellectuelle, des oulémas, une histoire un peu transnationale, donc voilà, qu'est-ce que des oulémas du Caire, de Tunis, du Mzab, de Jérusalem ont dit, on a l'impression, on peut construire un récit linéaire d'un rapprochement, en arabe on parle de taqlid, qui aurait fonctionné. Mais si on se place à une échelle locale au Mzab et plutôt dans une perspective d'histoire sociale, politique, on voit quelque chose de très différent où les tensions perdurent, voire même sont ravivées, par le contexte, en partie par le contexte colonial. Donc j'ai essayé de mettre en évidence cette tension dans un chapitre, en montrant voilà, ces efforts de rapprochement des oulémas et en même temps le fait qu'au Mzab même, dans les années 30, en fait, les relations entre les communautés ibadites et malékites sont très mauvaises. De plus en plus de populations malékites commencent à s'installer dans la région à ce moment-là, donc ce sont des nomades ou des semi-nomades de la région qui commencent à se sédentariser aux périphéries d'Exour. Ce mouvement de sédentarisation est encouragé par les Français. Et en même temps, ces populations localement dépendent des élites ibadites et puis évidemment des administrateurs français et supportent assez mal cette tutelle qui s'accompagne de la volonté de faire prédominer l'ibadisme localement. Donc notamment, j'ai analysé des émeutes qui ont eu lieu à partir du printemps 1930 et qui ont duré plus d'une année autour de la question de l'appel à la prière de l'Edden malékite. En fait, en mars 1930, les malékites de Gardaïa commencent à vouloir lancer un appel à la prière hors de leur mosquée, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là. Ils étaient très peu nombreux et ils n'avaient pas le droit. Et là, ils pensent qu'ils sont suffisamment nombreux, que les Français vont les laisser faire. Et en fait, il y a des émeutes épouvantables. Il y a tout un ensemble d'événements. Les Français ne soutiennent pas spécialement les malékites. Et ça met complètement en péril les efforts de rapprochement des oulémas. Donc on voit bien là cette dichotomie entre les discours, les efforts doctrinaux, historiographiques, et en même temps le fait qu'à l'échelle locale, être ibadite donne des droits,
localement, les Ibadites sont dominants. Les Français ont fait en sorte que ce soit le cas, hein, avec cette politique de diviser pour mieux régner qui est bien connue dans les colonies. Et du coup, cette spécificité de l'ibadisme à l'échelle locale, elle n'est pas du tout estompée et elle conduit à des heurts assez forts. Alors, le temps passe vite, malheureusement, et bon, je signale qu'il y a dans votre ouvrage un chapitre très détaillé et très bien documenté sur les relations entre les oulémas réformistes et la communauté commerçante, la diaspora commerçante ibadite. On pourra éventuellement y revenir dans la séance de questions-réponses. Mais là, je vais maintenant passer à la dernière dimension de votre analyse, qui est le niveau politique. Parce que vous nous montrez que s'il y a bien un domaine où les réformistes ont battu à plat de couture les conservateurs, chez les Ibadites, ce fut le niveau politique. C'est-à-dire que vous montrez qu'après la Seconde Guerre mondiale, les réformistes vont exercer une hégémonie totale sur la représentation politique du Mzab. En effet, hein, donc il y a cette lutte entre réformistes et conservateurs qui s'étire sur plusieurs décennies et qui en fait se conclut un peu, alors peut-être que j'ai forcé le trait, mais on a vraiment l'impression qu'à partir de la fin des années 40, le combat est perdu pour les conservateurs puisque les réformistes parviennent à devenir alors dans un premier temps, les interlocuteurs de l'administration française, les représentants de la région, et même après l'indépendance, hein, ils continuent, en tout cas, on y reviendra peut-être, à avoir un poids politique fort. Alors, ce pouvoir politique, hein, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain, il s'est construit progressivement d'abord sur la capacité des réformistes à mobiliser un acteur qui est très important dans le monde arabe à partir des années 30, hein, du fait de la transition démographique, c'est la jeunesse. Donc, on a des sociétés dans lesquelles les taux de natalité sont très, très forts depuis le début du XXe siècle, et du coup, dans lesquelles la jeunesse, voilà, cet âge entre 16 et 30 ans, devient de plus en plus importante, et les réformistes, en fait, savent l'encadrer à travers, je vous ai parlé d'institutions éducatives, mais aussi des associations, le scoutisme, le théâtre, et de cette façon, ils conquièrent, on peut dire, la majorité de la population. Le deuxième élément, c'est la capacité des réformistes, avant d'entrer dans le champ politique, hein, à contourner les institutions religieuses locales. C'est-à-dire que les halqad et azaba, contrôlés par les conservateurs, leur sont fermés, mais grâce à toutes ces associations dont je vous parlais, ils arrivent à envahir l'espace public, si je puis dire, hein, et à le dominer malgré, et du coup à rendre un peu caduques ces institutions religieuses, ou bien à s'en emparer et à les transformer. Donc, on est au milieu des années 40, à un moment où les vieilles élites, je veux dire, hein, les vieux chours, mais aussi les notables des anciennes familles qui avaient passé un peu une sorte de pacte tacite avec la France au début de la période coloniale, sont complètement en perte de vitesse. Et du coup, en fait, les autorités coloniales vont changer de stratégie politique pour dominer localement. Hein. Les Français sont toujours aussi peu nombreux, ils ont toujours besoin d'avoir des relais. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils commencent à considérer différemment ces réformistes que jusque-là, ils voyaient comme des dangereux trublions. Et ils se disent, cela, hein, c'est peut-être un relais intéressant. Et du coup, les autorités coloniales jouent un rôle important dans ces changements, puisque, en fait, en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau statut politique est créé et voté à Paris pour l'Algérie, qui met en place une assemblée qui intègre le sud de l'Algérie, hein, les territoires du sud, à l'ensemble de l'Algérie française, dite française à l'époque. Et c'est dans ce nouveau cadre administratif que les réformistes ont su entrer, notamment en mettant en avant le Cheikh Bayoud, qui est élu en 1948 représentant de la région à l'Assemblée algérienne, c'est-à-dire il y avait une assemblée avec 2 collèges à Alger qui représentaient les populations de la colonie, et il arrive à devenir le représentant de la région. Ma dernière question portera sur la situation après l'indépendance de l'Algérie qui est proclamée en 1962. Cette indépendance, elle constitue a priori un tournant majeur pour la minorité ibadite. On passe en effet d'un régime colonial qui, comme vous venez de l'expliquer, cultivait les particularismes locaux, ethniques et confessionnels, hein, le diviser pour régner. Donc on va passer de ce régime colonial à un nouvel État centralisateur qui, lui, au contraire,
a une tendance à gommer les particularismes au nom d'une identité algérienne qui est définie surtout comme arabe et musulmane sunnite. Et pourtant, vous montrez que la rupture n'a pas été aussi brutale qu'on aurait pu le penser. Et donc, ma dernière question sera, que sont devenus les oulémas ibadites réformistes dans l'Algérie du FLN? En effet, hein, donc 1962, pour les populations de la région, c'est à la fois une rupture très forte, puisque les Français s'en vont. Évidemment, la joie de l'indépendance, une partie des populations de la région a participé à la lutte pour l'indépendance. Et en même temps, ce que j'observe, hein, c'est aussi un certain nombre de continuités, malgré le changement du cadre politique, et une certaine capacité des oulémas réformistes à se maintenir au pouvoir, alors d'abord directement, puis indirectement. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que la façon, en fait, c'est comme si les leçons apprises par les réformistes pendant la période coloniale leur servaient aussi dans la période post-coloniale. Alors, pour être plus concret, dans un premier temps, hein, les réformistes étaient, grâce à leur lien avec l'association des oulémas, mais aussi avec des liens avec le FLN, ils ont su, dans un premier temps, vraiment renforcer leur mainmise sur la région dans les toutes premières semaines de l'indépendance. Et ensuite, alors, leur chance a un peu tourné, mais grâce à leur lien avec l'association des oulémas, ils ont réussi à atténuer un certain nombre de mesures qui visaient à faire advenir une citoyenneté homogène en Algérie, donc notamment le culte ibadite, s'il n'est pas reconnu, n'a jamais été menacé dans ses assises économiques. Les WAP ibadites n'ont pas été touchés, les écoles privées ibadites n'ont pas été nationalisées alors que toutes les écoles privées l'ont été en Algérie. Ça, c'est dans les années 70. Une autre leçon de la période coloniale que les réformistes ont su utiliser, c'est l'utilisation des réflexes, pas des réflexes, mais d'une certaine solidarité communautaire dans les élections. Donc on a les élections contrôlées par le FLN, mais à l'intérieur du cadre posé par le FLN, les réformistes parviennent en fait régulièrement à imposer leurs candidats et à les faire élire. Donc on voit bien que ces Azzaba, puisqu'ils sont devenus Azzaba, ces réformistes, parviennent à continuer à jouer un rôle d'autorité politique, d'autorité judiciaire aussi, de façon informelle, et de cette façon préserver un peu la spécificité, même réinventer cette spécificité de la communauté, alors même que le cadre politique avait tellement bougé. Je vais maintenant donner la parole à ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient vous adresser leurs questions. Donc, Françoise. Alors, ce n'est pas une question liée directement au sujet de l'exposé, je m'en excuse, mais ça m'intéresse de savoir la position de ces oulémas réformistes qui ont acquis une certaine, sinon l'hégémonie, du moins une certaine importance sur l'espace moral au Mzab. J'aimerais savoir comment est-ce que Augustin, du moins, a rencontré dans son travail une place quelconque accordée à la population juive du Mzab, en particulier à Gardaïa. Est-ce qu'il y a eu à un moment ou à un autre une réflexion sur l'organisation de la communauté dans sa pluralité? Merci Françoise et bonjour. Les Juifs, ce n'est pas un sujet très central pour les réformistes. D'abord, ça c'est une première chose. Ce qui apparaît nettement, je réfléchis en même temps. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le devenir de deux communautés minoritaires et qui en plus étaient emboîtées l'une dans l'autre. Vous voyez, les Ibadites étaient minoritaires et ils avaient au Mzab même une autre minorité qui dépendait d'eux. Et la période coloniale est un moment où cela se défait progressivement, puisque les Juifs parviennent de façon assez différente du nord du pays, puisqu'ils ne bénéficient pas du décret crémieux, mais ils parviennent malgré tout à s'émanciper relativement sur un plan social, économique, de la tutelle des Ibadites. Et du coup, là où il y a une réflexion, en fait, c'est sur le modèle... En fait, donc je ne l'ai pas évoqué parce que voilà, on n'en a pas parlé là, mais les oulémas réformistes ont toute une réflexion sur l'économie
dans cette minorité commerçante, marchande, hein, qu'est la minorité mozabite en Algérie. Et quand ils réfléchissent à leur modèle économique, souvent ils se réfèrent aux pratiques des Juifs. Donc il y a un peu un modèle juif en matière économique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est qu'on voit apparaître à partir de la fin des années 30 des discours assez antisémites, qui sont liés notamment à la propagande allemande, qui est traduite, qui est diffusée en arabe et qui est en partie intégrée par les oulémas, mais qui ne parle pas des juifs du Mzab. En fait, c'est un juif lointain, dans ces cas-là, c'est un juif lointain, menaçant. C'est lié aussi, évidemment, à la grande révolte de Palestine, mais pas tellement à ce qui se passe localement. Et enfin, un dernier moment où dans les sources, j'ai trouvé un peu cette question des juifs présente, et c'est encore lié à l'économie, hein, c'est après la Seconde Guerre mondiale, les réformistes encouragent les populations du Mzab à se lancer dans des métiers qui jusque-là étaient réservés aux juifs. Et donc on a un peu l'impression qu'ils cherchent à prendre leur place. Enfin, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si c'est lié à l'accroissement des tensions autour de l'indépendance d'Israël, mais on voit bien qu'à partir de 47, 48, progressivement, hein, on a des gens du Mzab qui placent leurs enfants en apprentissage chez les Juifs, ou bien qui prennent ces métiers, notamment de joaillier, d'orfèvre, qui étaient ceux des Juifs, et qui vont du coup prendre leur place après leur départ en 62. Je vais en profiter pour placer ma question sur l'économie, hein. Donc, dans le livre, vous montrez bien qu'il y a une relation qui relève de l'échange de bons procédés entre les oulémas et la diaspora marchande ibadite. Donc, est-ce que vous pourriez nous détailler cette relation mutuellement bénéfique pour les deux parties? Oui, alors il y a vraiment ce que j'ai appelé une alliance, hein, entre les commerçants du Mzab et ces réformistes, c'est-à-dire que, alors aujourd'hui, hein, les populations du Mzab sont très connues en Algérie comme étant des épiciers, des quincailliers, des très bons commerçants. C'est un peu comme les Djerbiens en Tunisie, les Soucis au Maroc. Et la période coloniale est vraiment le moment d'un développement très fort de ce commerce qui s'insère très bien en fait dans le capitalisme colonial, dans la mondialisation. Et donc on a des élites, un peu les nouveaux riches, voilà, des élites nouvellement enrichies qui s'affirment et qui en fait ont été des soutiens très importants pour les réformistes. Alors cette alliance, on la voit au fait que les commerçants financent toutes ces nouvelles institutions dont j'ai parlé, les écoles, les associations, la presse. Donc on a des levées de fonds en fait qui sont menées par les réformistes auprès de ces commerçants. Et en échange, hein, les réformistes encadrent religieusement la diaspora. Donc on a des milliers d'hommes du Mzab qui travaillent dans le nord de l'Algérie et qui sont encadrés par des cadres réformistes. De la même façon, hein, les écoles réformistes forment les enfants de ces commerçants et donc répondent à leurs besoins. Donc ça, c'est un premier élément important. Il y a aussi des liens de mariage, hein, des réformistes mariés à des filles de commerçants, etc. Et enfin, les réformistes utilisent le réseau de transport, notamment les camions, les bus de tous ces commerçants, qui leur permettent de circuler facilement, rapidement. Et inversement, ce qui est intéressant, et on comprend du coup aussi l'intérêt des commerçants à financer cette activité des réformistes, hein, c'est que vous le savez peut-être, hein, le droit musulman, le fiqh, encadre les activités commerciales, financières depuis le haut Moyen-Âge. Et ce qu'on observe au Mzab, hein, c'est que les efforts de réflexion en matière juridique des oulémas concernent aussi ces questions économiques et vont en fait légitimer les pratiques économiques, les nouvelles pratiques financières économiques des commerçants. Donc, ils les encouragent à fonder des sociétés anonymes, ils les encouragent à utiliser des techniques financières d'origine européenne, comme les billets, les mandats, à ouvrir des comptes à la caisse d'épargne. Et enfin, ils légitiment aussi leurs nouvelles pratiques de consommation, puisque vous avez des gens qui ont fait des très grosses fortunes, qui veulent jouir un peu de leur fortune en achetant des transistors, des produits européens, mais qui se trouvent face à des interdits des vieux oulémas. Et les réformistes, eux, disent que ces pratiques sont licites. Et du coup, hein, on a vraiment une sorte de nouvel ethos marchand, de nouvelle éthique pour les marchands qui est dessiné par les réformistes et qui peut expliquer cette
cette alliance entre réformistes et commerçants et qui montre les bénéfices que les uns et les autres en ont retirés. En fait, c'est un élément très important dans la transformation de la région et dans le succès des oulémas. J'aimerais bien encore poser une autre question. Alors, quel est le mode de production ou de reproduction de ces oulémas modernistes au XAM et en Algérie? Oui, c'est intéressant. C'est à travers leurs écoles. C'est vraiment, en fait, ils fondent, donc progressivement, à partir de la fin des années 20, ils fondent des écoles, d'abord des écoles primaires, puis des instituts secondaires, et même une sorte de Mahed qui forme, en fait, pour aller ensuite à la Zaytouna, à Tunis, par exemple. Et donc, ça a été ça leur institut, enfin, leur outil principal de reproduction, doublé évidemment aussi à une reproduction familiale, puisque quand même on a plus de chances, enfin là aussi des lignages religieux en fait se créent progressivement. Je vais conclure cette séance. Donc, je vais d'abord vous rappeler le titre du livre d'Augustin Jaumier, Islam, réforme et colonisation, une histoire de l'ibadisme en Algérie, 1882-1962, paru en 2020 aux éditions de la Sorbonne. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'IREMAM ou le réécouter en podcast sur Anchor, Spotify, Google Podcast et d'autres plateformes. Je vous signale que la prochaine séance de l'IREMAM aura lieu le mardi 12 octobre à 14 h. Nous recevrons à cette occasion Daniel Meyer, qui est enseignant à Sciences Po Grenoble et à l'Université de Genève, qui présentera son ouvrage collectif In Between Border Spaces in the Levant, Espace interfrontalier au Levant, un livre qui est paru récemment chez Routledge. Merci encore à Augustin Jaumier de nous avoir accordé cet entretien extrêmement riche et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous le 12 octobre prochain. Au revoir à tous. Merci à tous.